Jean-François Fiorina, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ESC Grenoble, l'une des plus jeunes parmi les grandes écoles des commerces, l'une des plus dynamiques aussi. Et vous êtes également président du concours Passerelle. Le concours Passerelle? C'est un concours qui réunit 17 écoles et qui s'occupe des concours d'admission parallèles en première et deuxième année, après un bac+2 ou un bac+3. C'est une autre façon d'entrer à côté de la prépa. D'accord, alors on en reparlera peut-être sur la démocratisation des écoles de commerce. Mais la première question que je voudrais vous poser concerne les rankings, ces fameux classements que regardent tous les élèves d'école de commerce. On a toujours, tous les préparationnaires en quelque sorte, on a parfois l'impression que toutes les écoles de commerce se ressemblent et qu'elles ne se distinguent que par les classements. Quelles sont les spécificités de l'ESC Grenoble ? On en a plusieurs. Le premier, c'est le management technologique et l'innovation. C'est vraiment notre ADN, si je peux avoir cette expression, qui est en adéquation avec la ville de Grenoble. C'est tout simplement réfléchir aux conséquences de la technologie dans la vie de tous les jours et puis réfléchir également à tout l'aspect innovation. Donc ça, c'est un point fort. Donc vous êtes très lié au bassin d'emploi de la région de Grenoble, et toute la technologie. Tout à fait. C'est ce qui permet d'alimenter une réflexion de la recherche académique, de la recherche appliquée, des stages, de la formation continue. Donc il y a vraiment une adéquation avec le positionnement de Grenoble. Et puis à côté, on a deux autres points forts que sont la géopolitique, qui est pour nous la culture générale du monde moderne, et puis un troisième point fort qui est l'innovation pédagogique et la pédagogie différenciée, qui est de permettre à tout étudiant d'être acteur de son parcours de formation, de construire sa formation avec un choix important de parcours. Et je vais citer quelques exemples pour montrer la grande diversité de nos parcours. Certains de nos étudiants peuvent avoir un double diplôme avec une école d'ingénieur, un double diplôme avec une école de design. Les étudiants qui viennent de Cagnes peuvent faire une licence de lettres dès la première année. Donc vous le voyez, une très grande diversité de parcours qui permet vraiment à l'étudiant d'avoir son propre projet et de le mettre en œuvre. Mais est-ce qu'on va étudier ça en termes de concurrence, regarder les écoles de commerce comme un champ concurrentiel, c'est pas un langage qui va vous choquer. Pas du tout. Comment finalement vous différenciez de la concurrence? Est-ce que c'est visible ces différences? Oui, puisque les étudiants viennent pour l'école, pour nos spécialisations. Il y a à côté tout un aspect de recherche, encore une fois, où les entreprises vont venir et vont s'adresser à Grenoble en disant je sais que toutes ces problématiques vont être traitées. Il y a également tout ce qui est publication, tout ce qui est ouvrage, études de cas. Vous avez l'impression que c'est une différenciation perçue, c'est-à-dire qu'un étudiant, dans son choix, ne va pas choisir une école simplement en fonction du classement, mais va prendre en compte ses spécificités. Qu'un employeur va dire je vais prendre quelqu'un de l'ESC Grenoble parce qu'il a tel type de qualité. Alors, l'étudiant prend en compte les deux, bien évidemment. Il y a cet aspect de classement. Il y a un autre aspect aussi qui est important, que sont les accréditations. Puis après, il y a le positionnement de l'école. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos écoles ont énormément bougé, se sont énormément développées, et qu'à côté des étudiants, il y a une activité de formation continue, une activité de formation complémentaire, où là, par contre, les étudiants ou les stagiaires de formation continue viennent vraiment pour la spécialisation de l'école. Alors, les écoles de commerce ont une stratégie de marque. Dans le monde, on connaît Harvard, Princeton, au Royaume-Uni, Oxford, etc. L'ESC Grenoble, c'est toujours une ESC. C'est une école de management avec une multitude de programmes et qui s'adresse à différents. Mais comment vous menez cette stratégie de marque ? Par notre positionnement, par notre identité, par nos slogans et par tout ce que nous faisons qui fait que nous sommes capables d'offrir à des entreprises un grand nombre de services de plus en plus reconnus et qui contribuent à la constitution de cette marque. Alors je reviens à cette problématique des classements qui obsèdent les étudiants en classe préparatoire. Je sais bien que les écoles de commerce doivent respecter un certain nombre de critères pour entrer dans ces classements. Est-ce que ça ne conduit pas à une certaine standardisation de l'enseignement des écoles et des comportements des étudiants ? Non, parce que il y a de plus en plus de classements, chacun s'attachant à avoir sa propre différence, mettant en avant. Donc on se positionne par rapport à tel ou tel classement. Après, je crois que c'est un peu comme dans le sport. Certains jouent pour gagner des coupes d'Europe, d'autres pour des championnats nationaux. Donc il y a derrière des stratégies par rapport à. Chaque école n'a pas une stratégie en fonction d'un classement. Je crois que le classement est tout simplement le résultat d'un travail qui est mené et d'une reconnaissance à un instant
l'instant T du travail réalisé, avec derrière, comme pour le sport, de bonnes surprises et de temps en temps, malheureusement, des impressions très désagréables. Alors, on ne va pas se positionner simplement par rapport au concours, on va se positionner en aval par rapport aux entreprises. Quels sont les avantages concurrentiels de l'ESC Grenoble ? Cet aspect innovation qui revient très très souvent en disant vos étudiants, ils sont capables d'innover. Et quand on parle d'innovation, c'est pas forcément dire qu'ils inventent en permanence plein de nouveaux produits, mais ça va de la simple innovation de procédés jusqu'à de plus grandes innovations. Ils sont capables de réfléchir à cette innovation et toutes ses conséquences. Il y a une sensibilisation technologique, bien évidemment, qui est forte. Et puis, il y a deux autres aspects qui reviennent très très souvent. L'international, en disant vos étudiants sont capables de raisonner dans un contexte international, sont capables de comprendre des gens de différentes cultures. Et puis, un autre élément pour lequel on est très très fiers, c'est qu'ils ont défini, on va dire, leur valeur ajoutée. Chaque étudiant, c'est un petit peu ce qu'il a envie d'être, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il n'a pas envie de faire. Et donc, quand ils arrivent en entreprise, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ils savent réellement, chacun a défini son propre projet, chacun a son propre métier. Et puis on va dire, elle a également peut-être autre avantage concurrentiel. Les entreprises savent qu'en recrutant nos étudiants, on ne les a pas formés pour un métier unique ou une cohorte en disant on va ne faire que des auditeurs ou que des banquiers. Non, chacun peut s'exprimer à son propre projet. Alors beaucoup d'écoles de commerce tentent d'avoir un corps enseignant de plus en plus prestigieux avec des noms célèbres. Alors on est encore très très loin de Michael Porter à Harvard en France par exemple, mais tout cela se répercute sur le coût des études. Comment l'ESC Grenoble fait pour financer son budget ? Alors, entre autres, dans la bataille que se livrent les écoles, et qui n'est même plus une bataille nationale, il y a un certain nombre d'éléments, effectivement, qui sont déterminants. Vous venez de le mentionner, les profs, on va dire, les services également associés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles ne sont pas subventionnées par l'État, à l'inverse des écoles d'ingénieurs, à l'inverse de la fac. Donc, nous devons, nous, créer nos propres ressources. Et pour créer nos propres ressources, il y a différentes possibilités. Il y a d'une part les frais de scolarité, qui chez nous à Grenoble représentent 50% du budget, et puis le reste provient d'entreprises sous forme de taxes, sous forme de subventions, sous forme de projets, et puis on a une petite aide pour notre fonctionnement de la part de la Chambre de commerce de Grenoble. Petite aide de la Chambre de commerce. 50%, j'ai bien noté, des frais de scolarité. Ces frais de scolarité sont condamnés à augmenter de plus en plus ? Ils augmenteront, mais c'est à nous de trouver d'autres solutions pour que ce financement soit pas en permanence, où il n'y ait pas une envolée de ces frais de scolarité. On vit dans une période économique qui n'est pas facile. On sait que pour les familles, c'est pas évident de financer. D'où, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, tous les dispositifs qu'on a mis en place. Mais encore une fois, il faut qu'on raisonne du côté entreprise qui elles-mêmes sont en train de revoir leurs relations avec les écoles. Et de se dire, maintenant, ma relation avec une école est une relation sur 3, 4 ou 5 ans avec un certain nombre d'objectifs, un certain nombre d'actions. Et en échange de toutes ces actions, elles sont prêtes à financer des sommes qui sont de plus en plus importantes. Mais les frais de scolarité des écoles de commerce sont en France bien inférieurs aux tarifs pratiqués dans les business schools américaines. Tout à fait, oui. Et on peut penser que dans la concurrence internationale, il va falloir arriver à des budgets à peu près comparables. Est-ce que ça ne va pas poser un problème un peu d'équité sociale ? Est-ce qu'on ne va pas avoir encore davantage de distorsion dans le recrutement social des élèves ? Alors, on l'a de moins en moins, et c'est à nous un petit peu de gérer ces différents éléments. Je crois de se dire, il y a des talents partout, à nous de les identifier, à nous de les recruter, sans faire en sorte que l'aspect financier soit un frein. Comment vous faites sur ce plan-là ? Pour nous, on a à la fois un fonds d'exonération, où nous accordons donc des exonérations totales ou partielles à un certain nombre d'étudiants qui présentent des dossiers. C'est un pourcentage substantiel ? C'est, chaque année, un budget de 250 000 euros. Bon, ensuite, il y a tout un système de bourses complémentaires qui sont données. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos étudiants sont éligibles aux bourses du Crous. Le conseil régional également de Rhône-Alpes donne des bourses pour de la mobilité internationale, de temps en temps, donc pour des stages dans des PME. Et puis, à côté, pour identifier tous ces talents, on a mis en place un concours diversité que l'on a monté depuis 5 ans, qui est un concours dans lequel nous recrutons des étudiants au niveau bac. Alors on le fait avec l'aide de FAS, qui est la Fondation Action contre l'exclusion,
une fois que ces étudiants ont réussi le concours, ils partent, alors le terme n'est pas très joli, mais on va dire en incubation dans des BTS ou des IUT de Grenoble, et sous réserve d'obtention de leur diplôme, ils rentrent en première année 2 ans après, donc à l'ESC, sans repasser le concours, avec derrière tout un dispositif financier, des entreprises qui aident à prendre en charge donc mais néanmoins, beaucoup d'enquêtes ont révélé que la sélectivité sociale des grandes écoles en France, je ne parle pas en particulier de l'ESC Grenoble, de l'ensemble des grandes écoles, y compris des écoles d'ingénieurs, est de plus en plus forte. Elles sont moins démocratiques qu'il y a 20 ou 30 ans. La tendance est la même au niveau des facs. Encore une fois, que nous ayons des financements d'État. Mais ce n'est pas que le financement, il y a aussi des critères sociaux. Le concours fait appel à des disciplines qui sont sélectives au plan social. Pas forcément, puisque on a plein de concours maintenant. Il y a le concours prépa avec ce type de critique qui a émis. Il y a également le concours passerelle, on en parlait tout à l'heure, qui est un concours d'admission parallèle dans lequel on recrute des étudiants dont généralement les CSP des parents sont différentes de celles des étudiants de classe prépa. Il y a ce concours diversité, il y a des doubles diplômes que nous mettons en place. Donc encore une fois, il y a un mouvement qui est engagé pour... Mais il y a un vrai volontarisme de la part de votre école. Oui. Par exemple, à Sciences Po, on a senti un vrai volontarisme d'aller dans les banlieues pour aller recruter des élèves d'origine modeste. Il y a une vraie volonté, on va dire déjà ce concours au niveau bac est une vraie nouveauté, une vraie innovation dans le paysage. Il y a eu de tout temps, de toute façon, cette diversité. Il y a également, encore une fois, ce concours passerelle qui n'est pas négligeable puisque j'offre 140 places en première année, 110 places en deuxième année, donc qui offre la possibilité à des étudiants qui n'ont pas choisi la voie prépa d'intégrer une école de commerce et de réussir aussi bien que les autres. On a également un dispositif de formation continue avec une 50aine d'étudiants chaque année qui, après différents parcours de formation, peuvent rejoindre le programme Grande École, obtenir ce diplôme. Et chaque année, quand je regarde un petit peu le parcours de ces étudiants, on s'aperçoit que je diplôme des gens qui ont peut-être 45 ou 50 ans, qui ont abandonné leurs études à 16 ans, qui sont rentrés dans une entreprise qui leur a donné leur chance, et puis ensuite, ils sont revenus compléter leur formation, avoir une formation qui leur permette d'évoluer. Donc, ça bouge, il faut beaucoup de temps. Si je reviens sur notre concours diversité, c'est pas encore facile de rentrer dans tous les lycées de l'agglomération grenobloise parce qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes, il y a encore beaucoup d'images négatives. On attend qu'il y ait des étudiants qui sortent, qui pourront témoigner, et puis une fois qu'il y aura ce processus, je pense que d'ici quelques années, on n'entendra plus parler de ces différences. Alors, je voudrais revenir à la concurrence entre les grandes écoles. On parlera ensuite de la concurrence internationale, mais parlons d'abord de la concurrence franco-française. On a le sentiment qu'on est rentré dans une période de grandes manœuvres avec des alliances, des fusions. Pourquoi ces fusions ? Vous pensez qu'il y a un problème de taille critique des écoles ? Pas forcément un problème de taille critique, parce que quand on regarde la taille de nos écoles en termes d'effectifs comparé à leurs homologues américains, on est supérieur en termes d'effectifs. Non, c'est en termes de visibilité. C'est également en termes de financement, puisque c'est un sujet dont on a parlé un petit peu plus tôt. C'est également un élément pour faire face à la concurrence qui arrive. Cette concurrence, elle est nationale, elle est entre nous. Elle est une concurrence également avec l'université qui, quoi qu'on en dise, a beaucoup évolué et est maintenant très attractive, et plutôt au niveau master. Cette concurrence, elle est également internationale, avec un certain nombre d'universités étrangères qui commencent à apparaître et à offrir des solutions qui sont intéressantes pour des étudiants. Puis on va dire, il y a également une autre forme de concurrence indirecte, que sont les universités d'entreprise. Et donc, par rapport à ça, il faut être visible. Alors, vous faisiez une comparaison. Voilà, vous parliez de visibilité, c'est une comparaison avec les business schools étrangères. Ce que je constate, c'est que les business schools américaines sont totalement... Enfin, les grands noms américains, Harvard, Princeton, tout ça, MIT, sont très pluridisciplinaires. À Harvard, on trouve de l'architecture, de la médecine, du law, du droit, du business. Est-ce que ça veut dire que les écoles de commerce françaises doivent aussi se rapprocher des écoles d'ingénieurs, voire de la médecine et de l'architecture ?
Nous, c'est ce que nous avons fait, on va dire, depuis longtemps, puisqu'on a un double diplôme d'école d'ingénieur. On a une longue collaboration avec l'INP sur un certain nombre de diplômes. On est en train de travailler sur un grand projet à Grenoble qui est Giant, qui rassemble le CEA, le CNRS et un certain nombre de labos de recherche. Donc oui, l'avenir est à la multidisciplinarité, à la fois parce que il faut qu'on soit attractif au niveau international en disant comment... multidisciplinaire au plan local, hein, c'est-à-dire dans un bassin. Dans un bassin, et chaque bassin ayant ensuite son écosystème industriel qui fera que ça sera plus ou moins puissant. Mais vous ne prévoyez pas de faire une alliance à l'autre bout de la France? Notre double diplôme est avec Télécom Bretagne. D'accord, oui, c'est vraiment... Voilà, l'école de design est à Paris. Nous avons eu à Xerfi récemment Pierre Tapie, qui est le président de la conférence des grandes écoles, et lui insiste beaucoup sur la stratégie d'internationalisation et sur les opportunités pour les écoles de commerce d'internationaliser et de capter une part du marché international de formation des élites. Quelle place les écoles françaises, quelle place une école comme l'ESC Grenoble peut prendre sur ce marché mondial? Une place importante. Je crois que derrière l'internationalisation, il y a deux stratégies et deux choix. Le premier, c'est nous sommes au service des entreprises et les entreprises françaises nous disent on expatrie de moins en moins. Nous embauchons du personnel local, mais nous souhaitons avoir, je ne veux pas dire une garantie de formation, mais un niveau de formation que nous connaissons, que nous maîtrisons. Et donc, c'est à vous, école, de nous apporter des solutions. Et donc, on vous demande de former nos futurs cadres chinois, brésiliens, africains du Sud, guinéens. Et il est pas rare... Donc là, les entreprises françaises qui demandent de former des cadres qui étrangers. nous demandent des étrangers. La semaine dernière, on a une entreprise industrielle connue de Grenoble qui est venue nous voir en disant j'aimerais un expert comptable canadien, un logisticien guinéen pour mes opérations. Et donc, il y a ce premier choix. Et donc, ce Guinéen vient à Grenoble se former. Alors après, c'est à nous de... Après, l'entreprise nous dit trouvez-nous des solutions. Alors, il y a à la fois le cas individuel où, effectivement, elle peut payer une bourse à cet étudiant. Dans d'autres cas, c'est plutôt sur des opérations plutôt collectives. Et donc, c'est plutôt à nous d'aller dans le pays et de coproduire ou délocaliser des formations. Mais la demande vient seulement des entreprises? Alors, le deuxième élément important, c'est, on parlait tout à l'heure de talents. Il faut que les talents sont partout et donc c'est à nous aussi de les identifier, d'où cette volonté d'aller à l'international. Puis je crois qu'à ces deux raisons principales, on peut rajouter également Internet. Internet a radicalement modifié l'approche des choses. Moi, quand j'étais étudiant, pour avoir une formation, j'allais dans un salon et l'offre était limitée. Là, avec Google, un étudiant, il cherche un master grande école, un master de finance. En un dixième de seconde, il a 100 000 propositions. Donc il y a une stratégie commerciale spécifique qui passe par le numérique et qui vous offre des opportunités. Qui nous offre des opportunités, tout en sachant qu'on n'est pas stupide. Si nous, on peut avoir des étudiants étrangers, nos concurrents étrangers, qui ont également le même type de réflexion, peuvent très bien venir offrir leur formation à des étudiants français. Donc encore une fois, on est vraiment dans une bataille internationale. Puis je crois qu'on peut également rajouter un autre facteur qui est il faut que nos salles de classe, et ça c'est vraiment un élément auquel je tiens, il faut que nos salles de classe soient représentatives du monde et de la société. Nos étudiants vont travailler avec des gens différents. Alors vous l'avez vu, on a des origines très différentes. Ils vont travailler avec des étrangers, alors peut-être dans le même bureau, peut-être à distance. Et il faut vraiment, pour nous, d'un point de vue pédagogique, il faut vraiment que ces salles de classe soient représentatives du monde. Et donc d'où encore plus la nécessité d'avoir des étudiants étrangers. Alors vous parliez d'Internet comme moyen de prospection et moyen de visibilité, ce qui veut dire qu'on est sur une planète globale, sur un monde plat, en fait, en quelque sorte, et vous vous retrouvez en concurrence avec les grands instituts d'enseignement anglo-saxons, enfin les grands ou canadiens, anglo-saxons, australiens pour l'instant, oui. Quelle est votre valeur spécifique et est-ce que vous avez des zones d'influence spécifiques? Est-ce qu'il y a des territoires privilégiés pour une école française? Alors, il n'y a pas de territoire particulier. Alors, on va dire, il y a historiquement de longues relations avec le Maghreb et l'Afrique qui fait que, pour l'instant, même si c'est en train de changer, quand les gens de ces pays veulent une formation, ils regardent un petit peu vers nous, mais autrement, il n'y a pas de zone géographique. Ce que regardent les étrangers, et puis ça en rejoint également un des points qu'on a abordés, ce sont les classements, les accréditations et les positionnements.
Ouais, de dire, moi, étranger, encore une fois, j'ai 100 000 propositions. Généralement, certaines, sur le plan du web, sont très, très bien faites, parce qu'il y a derrière un marketing très, très puissant, mais elle ne va peut-être pas forcément grand-chose. Et donc, l'étudiant étranger, lui, il se dit, je vais faire ma shortlist. Et donc, cette shortlist, c'est le classement, les accréditations et le positionnement. Et il va se dire, tiens, Grenoble, effectivement, je le mets dans ma shortlist parce que très bien classé, accrédité, et parce que cette partie de management technologique, d'innovation ou de géopolitique sont des éléments pour moi intéressants. Et donc, je vais candidater auprès de cette école où je fais un petit choix, et puis après, je vais candidater, et je verrai bien donc celle qui va me prendre. Donc, on est vraiment sur un marché qui est très, très disséminé. Alors c'est pour nous à la fois génial parce que ça nous offre un potentiel gigantesque. C'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut être capable de cibler donc, ces individus, d'avoir un marketing ou un web marketing important pour qu'à un moment donné, ces étudiants, dans leur recherche, puissent nous rencontrer. Et puis on s'aperçoit ensuite qu'une fois qu'ils nous ont rencontrés, il y a toute une relation de fidélisation à mettre en place parce que ce sont des étudiants, si on prend les étudiants étrangers, ce sont des étudiants qui posent beaucoup de questions. Sur le contenu, sur les volumes horaires, sur les métiers. Mais dans cette concurrence globale qu'on va attaquer le marché mondial, le français devient de plus en plus un handicap. Il faut parler l'anglais, enfin plutôt le globish, comme on dit. Est-ce que vous n'êtes pas condamné à donner votre enseignement en anglais ? Pas forcément condamné, mais c'est vrai que la moitié de nos programmes sont dispensés en anglais. Il faut aller là-dessus. Avec derrière, parce que, là c'est le pédagogue qui ressort, il faut quand même une partie connaissance de la culture française, avec des cours de base de français. Mais l'enseignement basculera vers l'anglais, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger, je reviens au problème de la démocratisation, à basculer en anglais, d'augmenter justement la sélectivité sociale? Parce que dans les milieux privilégiés, on va faire apprendre aux enfants l'anglais dès l'âge de 2 ans ou 3 ans, ce qui n'est pas possible dans les banlieues. Alors, non, parce que là aussi, le net a un facteur d'accélération. On s'aperçoit que les étudiants, quels qu'ils soient, utilisent l'anglais de manière naturelle, en allant sur le net, en regardant des films, en téléchargeant de la musique et autres. En comprenant plus ou moins. En comprenant ensuite plus ou moins, mais leur relation, quelle qu'elle soit, est beaucoup plus décomplexée avec l'anglais qu'elle ne l'était Il y a des enquêtes qui ont été faites qui ont montré quand même que la maîtrise de l'anglais dans les concours était un élément discriminant de sélection. Pour certains concours, mais encore une fois, il y a d'autres concours. Et puis ensuite, dans nos écoles, encore une fois qu'ils rentrent dans nos écoles, nous avons, des dispositifs qui permettent aux étudiants de se remettre à niveau. Il y a du e-learning. Si je prends le cas de Grenoble, pour valider son diplôme, les étudiants doivent avoir une expérience à l'étranger. Donc, en partant à l'étranger, ça leur permet également de progresser. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le rôle du numérique, d'Internet dans la visibilité mondiale. En quoi le numérique modifie-t-il aussi l'enseignement ? Il modifie parce que le savoir est universel. Et donc l'étudiant, il se peut que dans certains cours, l'étudiant ait l'info où on sache, je vais caricaturer un peu, mais plus que le prof avant de venir. Et donc ça signifie que le prof doit s'adapter, le prof doit amener l'étudiant à se poser un certain nombre de questions. Ensuite, le prof doit également amener l'étudiant à se remettre en cause et à analyser. À l'heure actuelle, quand moi, encore une fois, j'étais étudiant, quand je devais faire un exposé, j'allais dans une bibliothèque, je prenais des microfiches, etc. Ça prenait du temps, il y avait un peu de décalage. Là, aujourd'hui, un étudiant qui devrait faire un exposé sur la crise en Libye, il prend tout dans Wikipédia, il prend tout, il a les articles du Monde, de Libération, du Figaro, des Échos qui viennent de paraître. Et donc, il faut tout simplement lui apprendre à analyser cette information, à la vérifier, quasiment une sorte de méthode journalistique, en disant vérifier si l'information est bonne. Auquel vous accordez de l'importance, oui, de plus en plus, de sélectionner cette information. De plus en plus. Oui, parce qu'il y a trop d'infos, et donc il faut que l'étudiant soit capable d'analyser. Il y a trop d'informations et trop de désinformation aussi. Voilà, donc il faut qu'il soit capable de se dire, tiens, l'information qui vient de ce centre de recherche, elle répond peut-être totalement à mon exposé, c'est bien, j'ai déjà un PowerPoint tout fait, et puis si ça se trouve, il y a derrière des groupes de pression. Vous avez des cours spécifiques sur le problème de l'information ? Oui, d'information, oui, sur la bibliothèque, d'information sur la bibliothèque, et on met en place à la rentrée un cours d'analyse de l'information. Est-ce que l'utilisation du numérique et puis de la vidéo, nous sommes là en vidéo,
va conduire jusqu'à avoir des cours en amphi en vidéo. Parce qu'on pourrait imaginer que pour faire des gains de productivité, pour diminuer les coûts, on enregistre le cours d'un professeur et on le diffuse en vidéo. Alors, la vidéo, la vidéo numérique augmente en fait les coûts. Elle change la pédagogie parce que toutes les écoles ou instituts de formation qui ont raisonné au très court terme en disant je me décharge de tout sur du numérique se sont royalement plantés parce qu'il faut à côté tout un accompagnement. Il faut une construction pédagogique du cours. On s'aperçoit que de plus en plus, le face-à-face n'est qu'une infime partie du cours, parce qu'il y a derrière de la vidéo, il y a des forums, il y a des questions-réponses, il y a des documents à télécharger, il y a des documents à lire, il y a de plus en plus des pistes pour aller le plus loin possible. Et donc derrière, il faut un prof, il faut des moyens. Donc il y a un coût qui est supplémentaire. Alors vous savez qu'ici, à Xerfi, on a une préoccupation dans les analyses que nous faisons, c'est le manque d'entrepreneurs en France. Et d'ailleurs, un récent rapport de l'Institut Montaigne qui portait, il est vrai, sur les écoles d'ingénieurs, révélait que moins de 5% des élèves issus des grandes écoles d'ingénieurs créent dans leur vie une entreprise. J'ai le sentiment que c'est à peu près la même chose dans les écoles de commerce. Non, pas tout à fait. L'entrepreneuriat revient à la mode, en disant les étudiants se disent c'est pour moi un moyen d'être libre, de créer ma propre société. On a un master entrepreneur avec une cinquantaine d'étudiants et j'ai chaque année on va dire une trentaine d'étudiants qui se lancent dans de la création d'entreprises. Alors ça va de j'ai une idée jusqu'à de la création pure et dure. Alors, l'une des grandes réussites de l'ESC Grenoble, c'est l'organisation du festival de géopolitique. Je crois que c'était cette année la 3e édition, avec un titre qui arrivait au bon moment. 2011, un monde d'urgence, risques et défis géopolitiques aujourd'hui. Vous aviez eu une préscience des événements qui allaient se passer? On a été très prémonitoire parce que le sujet, nous l'avions défini au mois d'avril l'an dernier. Oui. Mais c'est vrai qu'on sentait que le monde s'accélérait un peu. Quand on parlait avec les entreprises nous faisaient remonter des infos sur de nouveaux types de risques environnementaux, risques politiques. Géopolitique dans une école de commerce, ça paraît un petit peu inattendu. C'est la culture générale du monde moderne. C'est l'outil d'aide à la décision qui fait que ça permet à l'étudiant de comprendre ce qui se passe. Le monde change beaucoup. Nos étudiants vont aller travailler dans différentes entreprises. Ils vont occuper différents métiers. Il faut qu'ils soient capables de se constituer leur propre grille d'analyse. Là, encore une fois, regardez, en 20 ans, comme le monde a changé, ça se trouve, nos étudiants, qui en plus vont avoir une vie professionnelle encore plus longue, parce qu'ils n'auront peut-être pas forcément de retraite, vont peut-être connaître beaucoup de bouleversements et vont se retrouver face à des événements dont on ne connaît même pas la nature. Et il faut qu'ils aient... Les derniers événements l'ont révélé. Et en plus, alors malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on doit voir les choses, mais l'actualité en est l'exemple. Et donc, il faut qu'ils aient... il faut qu'ils puissent garder la tête froide. Et surtout, ce qui vraiment nous intéresse, c'est de dire en tirer les conclusions pour l'entreprise. Donc vous préparez déjà, j'imagine, le 4e festival. On prépare le 4e. Qui aura lieu l'an prochain. Alors qui aura lieu, on n'a pas encore défini là, parce qu'on sort tout juste du 3e, qui aura à peu près à ce moment-là. On pense que ça sera sur les pays émergents. Jean-François Fiorina, merci. Merci à vous.